Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de la colonisation et de l'urbanisation en Israël. Ces deux thématiques vont de pair, Israël colonise des territoires en urbanisant. Mais c'est quoi Israël? Tout d'abord, voici le territoire qu'on appelait Palestine mandataire. Ce territoire a été divisé en deux grandes zones, une zone israélienne et une zone palestinienne. Logiquement, Israël contrôle la zone israélienne, mais pas que. En effet, la zone palestinienne est divisée en deux morceaux. Un premier morceau est la bande de Gaza, le second est la Cisjordanie. Même si les deux territoires palestiniens doivent appartenir à l'autorité palestinienne, Israël continue de contrôler des territoires au sein de la Cisjordanie. La majeure partie de la Cisjordanie est contrôlée par Israël. Seuls certains îlots sont sous contrôle palestinien. À cela s'ajoute le plateau du Golan, qui appartient à la Syrie selon la communauté internationale. Dans les faits, Israël le contrôle. Israël pratique plusieurs formes de colonisation, une en Cisjordanie, la plus célèbre, une dans le plateau du Golan, mais aussi d'autres colonisations à l'intérieur des terres, par exemple dans le désert ou dans le nord du pays. On verra tout cela en vidéo. Chapitre 1, démographie. Combien y a-t-il d'habitants en Israël? Israël a dépassé les 10 millions d'habitants en août 2024. Quand on compte les habitants d'Israël, on comptabilise les habitants des territoires de Cisjordanie contrôlés par Israël. Mais on ne compte pas les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Il y a donc un demi-million d'habitants dans la région de Judée et Samarie, nom que donne Israël à la Cisjordanie qu'il contrôle. On compte aussi environ 50 000 habitants dans le sous-district du plateau du Golan. Qu'en est-il des statistiques ethniques? On estime que 74% de la population d'Israël sont des juifs, 21% sont des arabes et 5% sont ni juifs ni arabes. Il est important de bien faire comprendre que les termes juifs et arabes sont des termes statistiques. Ainsi, toute personne d'ascendance juive est considérée comme dans la catégorie des juifs, qu'ils soient croyants ou non. La catégorie arabe, quant à elle, considère tous les arabes qui ne sont pas juifs, soit les arabes musulmans, chrétiens et druzes. Là aussi, la religion est une question ethnique. On peut donc être considéré comme arabe musulman laïque si on n'est pas croyant. Où vivent les arabes? Certains territoires sont plus arabes que d'autres. C'est au nord qu'on trouve les territoires où les arabes sont en grande proportion. Dans le district nord, les arabes correspondent à 53% de la population, soit environ 800 000 personnes. Les arabes sont 25% dans le district de Haïfa et 30% dans celui de Jérusalem. Au contraire, dans le district de Tel Aviv, les arabes ne forment qu'1% de la population. Bref, sur les 10 millions d'habitants d'Israël, il y a un peu plus de 2 millions d'arabes, alors que les juifs sont 7,5 millions. Cependant, si on prend la population totale de la Palestine mandataire, on doit ajouter 2,5 millions d'arabes vivant en Cisjordanie et 2 millions d'arabes vivant à Gaza. On est donc à presque 7 millions d'arabes dans l'ex-Palestine mandataire. Chapitre 2, réseau urbain. Regardons comment est articulé le réseau urbain d'Israël. Israël est un tout petit pays, très densément peuplé, où une grande partie du territoire est désertique, ce qui signifie que les 10 millions d'habitants sont répartis sur la moitié du territoire. Tout d'abord, la plus grande agglomération du pays est Tel Aviv. Tel Aviv est une ville nouvelle créée au début du XXe siècle pour accueillir les Juifs qui arrivaient par milliers. Elle a été construite à proximité de la ville historique de Jaffa. Jaffa était déjà la plus grande ville de Palestine avant l'arrivée des Juifs à la fin du XIXe siècle. Après la création d'Israël en 1948, les Arabes de Jaffa ont été expulsés et la ville a été incorporée dans la municipalité de Tel Aviv, formant aujourd'hui une municipalité de presque 500 000 habitants. Le district de Tel Aviv, comprenant quelques villes de banlieue en plus de Tel Aviv, compte 1,5 million d'habitants. Mais l'agglomération de Tel Aviv va encore plus loin. On peut dire qu'elle dépasse les 3 millions d'habitants, voire même plus avec son influence qui continue sur toutes les villes alentours. Par exemple, une ville comme Netanya est séparée du continu urbain de Tel Aviv, mais elle est tellement proche et entourée par d'autres villes qu'il est difficile de savoir si c'est une agglomération à part ou si elle fait partie de l'aire urbaine de Tel Aviv. La deuxième ville du pays est Jérusalem. La municipalité compte 966 000 habitants, mais son agglomération va au-delà. Par exemple, la ville de Bethléem est pratiquement collée à Jérusalem. Au sein de la municipalité de Jérusalem, il y a Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville, mais elle est depuis 1967 sous contrôle israélien. On peut dire que l'agglomération de Jérusalem dépasse le million d'habitants si on prend en compte les villes en Cisjordanie. Certaines sont des villes palestiniennes, d'autres des colonies israéliennes. La troisième ville d'Israël est Haïfa. La municipalité compte un peu moins de 300 000 habitants, mais avec les villes voisines, elle forme une agglomération d'un demi-million d'habitants. Ensuite, nous avons Netanya en quatrième position, qui, avec ses banlieues, atteint les 300 000 habitants. Puis dans le sud, Ashdod, 230 000 habitants, Beersheva, 220 000 habitants, Ashkelon, 150 000 habitants, Nazareth compte 80 000 habitants,
mais avec son agglomération, elle atteint les 200 000. Voilà pour les principales villes du pays. Certaines sont reliées par autoroute. Les routes aux normes autoroutières internationales vont de Haïfa jusqu'à Ashdod, tout en longeant le littoral. Il y a aussi une autoroute qui va de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv. Enfin, dans l'intérieur des terres, il y a l'autoroute 6 qui, au niveau de Haïfa, va jusqu'au sud, à proximité de Beersheva. Israël étant un petit pays en superficie, il n'y a qu'un seul grand aéroport international, situé à proximité de Tel Aviv. Il faut moins d'1 heure en voiture pour y aller depuis Jérusalem. Il dessert les 2 grandes villes du pays. Le deuxième aéroport le plus fréquenté est celui de Eilat, à l'extrême sud. Le troisième est celui de Haïfa, aéroport très secondaire. Le réseau ferroviaire est fermé en Israël. Naharia est le terminus nord, Beersheva le terminus sud pour les passagers. Le train va jusqu'à Jérusalem, mais à part ça, le réseau ferroviaire ne relie aucun pays frontalier. Maintenant, on va voir quelques cas urbains de colonisation. Chapitre 3, le désert. Israël possède une grande partie de son territoire dans le désert du Negev. D'ailleurs, le district sud d'Israël est presque entièrement couvert par le désert. Israël, afin de mieux contrôler son territoire, a logiquement tenté de le peupler. Dans les années 50 et 60, Israël a créé le concept de ville de développement. Des villes créées dans des zones à peupler. L'objectif premier d'une ville de développement est de peupler des zones marginales. En y mettant de la population, il est plus compliqué de récupérer un territoire. Sachant que les habitants d'Israël sont souvent armés et savent manier une arme, ils peuvent eux-mêmes se protéger. Et qui dit population dit service de police et armée, tout cela protège un territoire. Beersheva est la plus grande ville de développement. Elle a dépassé les 200 000 habitants, devenant un véritable centre économique dans le désert. Cependant, sa forte croissance est un cas unique dans les villes de développement. Étant devenue un pôle majeur dans le sud, elle a facilement attiré les migrants juifs dans les années 90, en particulier ceux qui provenaient de l'ex-URSS. Beersheva continue de grossir, de nouveaux quartiers viennent s'étaler sur le désert, à d'autres endroits la verticalisation se poursuit avec plusieurs grands immeubles d'habitation. Beersheva est un centre névralgique. Le principal employeur est l'hôpital Soroka, qui sert de centre hospitalier pour tout le désert. La ville, assez loin des frontières, peut servir de centre de soins en cas de guerre dans le sud. Il est prévu que d'ici 2028, un second complexe hospitalier soit construit. Cet hôpital s'inscrit dans une volonté de démarginaliser le sud. Plus loin dans le désert, Israël a réussi à développer d'autres petits centres urbains. Par exemple, la ville de Dimona, qui compte plus de 30 000 habitants. C'était une petite ville développée pour l'économie nucléaire. Depuis les années 90, sa population a explosé avec l'arrivée des migrants d'ex-URSS. Plus au sud, il y a Midreshet Ben Gurion, un village créé dans les années 60 pour en faire un centre universitaire dans le désert. On y trouve notamment le centre de recherche sur le désert. Encore plus au sud, Mitzpeh Ramon, fondée en 1951, est une ville ouvrière à l'origine pour la construction de la route et qui sert de poste militaire. Sa population a doublé grâce à l'immigration soviétique. Aujourd'hui, elle compte 5000 habitants. La ville essaie de vivre du tourisme dans le désert. Paran, non loin de la frontière jordanienne, est un exemple de moshav, c'est-à-dire une petite colonie agricole. Bien que dans le désert, différents légumes y sont cultivés. Il y a aussi une production d'énergie solaire. Plus au sud, il y a d'autres villages du genre, comme Yotvata, un kibbutz spécialisé dans l'industrie laitière. Un kibbutz est une communauté collectiviste. Ça ressemble à un moshav, mais dans le kibbutz, il y a une notion de mise en commun. Chapitre 4, le nord arabe. Le nord d'Israël est en grande proportion peuplé d'Arabes. Comme je l'avais dit précédemment, le district nord compte 53% d'Arabes selon les données de 2016. Nazareth est la principale ville arabe du pays. Cette ville compte 80 000 habitants dans ses limites municipales et est à presque 100% arabe. La population juive est pratiquement inexistante. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement israélien a décidé de faire de Nazareth un centre urbain pour les populations arabes qui ont été déplacées. Les populations juives, quant à elles, se sont logées en banlieue, dans les nombreuses petites colonies créées autour de Nazareth. Et on peut d'ailleurs aisément faire la différence entre les villages arabes et les villages juifs. Migdal à Hamek, c'est une ville juive dans la banlieue de Nazareth. Il compte un peu moins de 30 000 habitants. Iksal, petite ville de 15 000 habitants, est entièrement arabe. Et on voit la différence d'urbanisme. Iksal, c'est des rues assez étroites, très organiques. Les bâtiments font rarement plus de 2 étages, ils sont petits et condensés. À Migdal à Hamek, il y a de grandes routes bien espacées. On peut trouver des immeubles d'habitation, généralement plus grands qu'à Iksal. Mais on trouve surtout beaucoup de résidences pavillonnaires. Le niveau de vie est tout simplement très différent. Les Juifs sont bien plus riches que les Arabes en Israël. Pourtant, les Arabes sont des citoyens israéliens eux aussi. Israël a voulu faire des cités-jardins, le style de vie urbaine de ses habitants. On retrouve ce style dans toutes les communautés juives dans le nord du pays, là où les villages arabes restent des endroits denses avec de petites routes.
On les différencie bien facilement, ville arabe, ville juive, bref, vous pouvez aisément faire la différence en regardant les images satellites. Israël a laissé le territoire aux Juifs avec cette culture des colonies agricoles. Les Arabes sont dans des petites villes serrées. Les Juifs disposent de terrains agricoles et de leurs colonies. Au lac Tibériade, par exemple, on ne trouve que des colonies juives. C'est d'ailleurs sur le lac qu'on trouve des Gania, le premier des kibboutz créés. Il date de 1909 et compte aujourd'hui un peu moins de 1000 habitants. À proximité du lac, il dispose de bonnes ressources pour l'agriculture. Comme je l'avais dit précédemment, un kibboutz a un objectif communautaire. Les habitants ne sont pas propriétaires, tout appartient à tout le monde pour faire vivre en communauté l'agriculture. Mais depuis les années 90, la plupart des kibboutz ont été privatisés. Des Gania l'a été dans les années 2000. Avec ces villes juives d'un côté, arabes de l'autre, ces quartiers où ne se côtoient que très rarement juifs et arabes, Israël est un pays profondément divisé ethniquement. Mais il faut aussi prendre en compte que ces deux peuples ne parlent pas la même langue, même si l'hébreu reste la lingua franca. Chapitre 5, les territoires occupés. Israël a créé des colonies juives aussi dans les territoires arabes occupés. 4 territoires ont été occupés par Israël et 2 d'entre eux le sont encore. Le Sinaï a été occupé par Israël dans les années 70. Ils ont développé quelques petites colonies pour y faire venir des juifs. La destination touristique de Sharm el-Sheikh a été développée par les Israéliens. Quand l'Égypte a récupéré le territoire en 1982, elle a continué à développer la station balnéaire. Jusqu'en 2005, il y avait encore des colonies juives dans la bande de Gaza. Cette même année, les quelques 8000 colons israéliens ont été déplacés. Suite à ça, Israël a fait construire un mur de séparation. Les colonies étaient situées entre Rafah et Khan Younes vers le littoral. Même si Israël s'est retiré du territoire, il garde un contrôle sur ce dernier. Il est donc toujours considéré comme occupé, selon le droit international. Aujourd'hui, seuls 2 territoires sont habités par les colons juifs, la Cisjordanie et le plateau du Golan. En Cisjordanie, on compte environ un demi-million de citoyens israéliens occupant illégalement, selon le droit international, ce territoire. Les Arabes, eux, vivent dans des îlots entourés par le grand espace israélien. Comme dans le district nord, il est facile de savoir ce qui est israélien ou palestinien. Ramallah, par exemple, c'est une ville arabe. Alors que Kokaf Yaakov, juste à côté, c'est une colonie israélienne. À cet endroit, on a la route 60 qui sépare 2 villages. À l'ouest, on a un village arabe, c'est Ein Yabourd. À l'est, il y a un village israélien, Ofra. En tant que colonie israélienne, Ofra est illégale en vertu du droit international. Mais une partie d'Ofra est même illégale en vertu de la loi israélienne. En effet, il arrive souvent que des Israéliens construisent dans des endroits où même Israël ne reconnaît pas sa propre présence. Mais le plus souvent, Israël finit par reconnaître l'occupation. Pour entrer dans le lieu habité d'Ofra, il y a tout de même des gardes qui surveillent l'accès, un peu à la manière d'un quartier privé. Mais pourquoi des Israéliens vont-ils vivre là-bas, alors que c'est très dangereux? La Cisjordanie est une terre de contraste et de violence interethnique. La principale raison est que les prix sont très attractifs. Vivre à Tel Aviv coûte très cher, et vu que le gouvernement l'incite, vivre en Cisjordanie est bien plus économique. À cela s'ajoute le nationalisme de certains groupes extrémistes. Par exemple, Ofra a été créé par le groupe Gush Emunim, un groupe d'extrême droite dont l'objectif est de coloniser toute la Palestine. Quand la colonie a été créée en 1974, le gouvernement israélien, dirigé par le Parti travailliste, était plutôt contre. Mais en 1977, quand la droite a gagné les élections en Israël, la colonie a rapidement été reconnue et légalisée. L'autre territoire, toujours plus occupé, est le plateau du Golan, territoire illégalement annexé à la Syrie. Occupé depuis la guerre des 6 jours en 1967, puis officiellement intégré dans le territoire israélien en 1981. La ville de Majdal Shams est la principale ville du plateau du Golan. Les habitants sont des Arabes druzes qui étaient autrefois citoyens syriens. Aujourd'hui, ils ont un statut de non-citoyen et peuvent demander la citoyenneté israélienne s'ils le désirent. Le plus souvent, ils n'en veulent pas, car ça serait accepter l'annexion. À côté de ça, des petites colonies juives ont été construites. Par exemple, El Rom. Et là, on y trouve une société très intéressante. À l'origine, ces colonies, pour inciter les gens à s'y installer, développent l'agriculture. Mais pour tenter d'attirer de nouvelles personnes, on y a diversifié l'économie. Dans cette colonie existe El Rom Studio, une société spécialisée dans le sous-titrage de vidéos. Ils font aussi du doublage et ont une grande réputation dans les localisations en hébreu. Israël a fait fort en construisant une station de ski sur une partie du mont Hermon, à la frontière avec la Syrie. Le point culminant est à la frontière entre le Liban et la Syrie. Israël, contrôlant un versant de la montagne au sud, situé à 2210 mètres, c'est la partie la plus haute contrôlée par Israël. Le pic, quant à lui, est à 2814 mètres, à la frontière entre le Liban et la Syrie. Aujourd'hui, la station de ski est fermée. Conclusion. Israël contrôle plusieurs territoires qui ne lui appartiennent pas selon le droit international. L'objectif du gouvernement actuel est d'inciter de nouveaux habitants à venir s'y installer pour garder un contrôle civil en plus du contrôle militaire.
Plus il y aura de civils habitants sur place, et plus il sera difficile de rendre ces territoires. On l'a vu en 1993 lors des accords d'Oslo. Israël était dans l'optique de rendre la Cisjordanie à l'autorité palestinienne, mais vu tous les habitants israéliens déjà présents sur le territoire, il était impossible de tout rendre. Netanyahou est redevenu Premier ministre en 2009. Depuis cette date, il incite les Israéliens à peupler la Cisjordanie, le plateau du Golan. Aujourd'hui, la majorité de la population du Golan est juive, due à une politique coloniale de migration. Depuis la chute du gouvernement syrien d'Al-Assad en décembre 2024, Israël veut lancer une vaste opération de colonisation dans le plateau du Golan pour doubler la population. Et cette population est le plus souvent à la fois pauvre et à la fois ultra-conservatrice et religieuse, ce qui est idéal pour l'augmentation de la population. En Cisjordanie, on estime que les femmes juives font 5 enfants en moyenne. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine.